Bonjour à Roiguya dans le Yatenga, bonjour à Djimbara, c'est dans le Nayala, et bonjour aussi à Tougan dans le Sourou. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Tru TV et Watt FM. C'est votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits et événements marquants d'ici et d'ailleurs. Nous sommes aujourd'hui avec le porte-parole de l'Union pour le progrès et le changement UPC pour recueillir les appréciations de ce parti sur la situation nationale un an après le putsch du 24 janvier 2022 qui l'a délogé de la gestion des affaires de l'État. Bonjour Monsieur Zerbo, merci d'honorer notre convocation. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour également à vous qui jugez jour après jour dans ce prétoire l'abondante et diverse actualité. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour Président Toumondi, bonjour juge Bougouma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, bonjour Jules Vara, bonjour Toumondi, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. C'est la quatrième semaine de l'année 2023 et vous nous suivez sur la télé interactive Tru TV et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Ça y est, le décor est planté pour la première articulation de cette audience, les avant-propos des juges que je convoque à présent. Il n'y a pas eu de tirage au sort pour les avant-propos, mais c'est juge Bernard Bougma qui s'y colle en premier. Merci Président. Mon avant-propos va concerner l'image, donc c'est le reportage que la télévision nationale a effectué sur ce jeune du lycée technique Boubacar Sangoulé Lamizana, en classe de seconde, qui a déjà fabriqué un véhicule donc à base de matériel recyclé, donc à travers son génie et qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc il y a toutes les commodités qu'un véhicule a. Le reste, c'est des problèmes de finition et puis parfaire, couvrir pour que ce soit vraiment beau, élégant, je vais dire. Sinon, en tout cas, la carrosse, elle est là, elle bouge, elle circule et c'est très beau. Ça donne, et c'est pourquoi j'insiste toujours, nous avons ici les ressources humaines, matérielles, financières pour décoller. Le reste, c'est une question de volonté politique, de courage. Et de courage, quand je dis de courage d'accepter, changer nos mentalités, changer d'angle de regard et de façon de faire. C'est tout ce qui nous manque. Donc si la volonté politique n'y est pas, si au sommet on n'a pas quelqu'un qui a une vision claire de là où il veut aller, et aussi qui a les capacités de pouvoir faire comprendre aux uns et aux autres sa vision et les embarquer dans le sillon du développement, ça va être très compliqué. Donc, voilà des jeunes qu'il faut effectivement soutenir, couver, entretenir pour qu'ils puissent effectivement monter. Donc, je le fais en avant-propos parce que ce n'est pas la première fois que je relais les produits de recherche des inventeurs, des créateurs et des innovateurs. Et là, quand j'ai vu le reportage, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai visionné la vidéo à plusieurs reprises. Ouais, c'est du génie. Et c'est un génie qu'il faut encourager, protéger et soutenir. C'était ce que j'avais comme avant-propos. On encourage, on soutient ce génie créateur. D'ailleurs, il y en a beaucoup, des innovations technologiques dont il faut se servir, il faut soutenir et accompagner tous ces jeunes innovateurs qui nous facilitent la vie. Juge Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner le SIAO. On a eu donc Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, 16e édition qui doit commencer le 27 janvier, donc, et qui aura cours jusqu'au 5 février. Hier, il y a eu la visite du ministre de l'Artisanat, qui en fait aussi est le président du comité d'organisation, donc logique. Et c'était aussi, comme on avait dit, l'opportunité pour montrer aux journalistes et donc au monde burkinabé que, en tout cas, pour ce qui est des préparatifs, ils sont vraiment fin prêts. Lui-même l'a dit, c'est 98% de tout qui a été déjà fait. Donc, pour certains, quand vous regardez les pavillons, il y a seulement des petits embellissements à faire, des nettoyages et tout. Mais c'est un rendez-vous que le Burkinabé doit s'approprier. C'est vrai que l'artisan, mine de rien, on ne se rend pas compte. Il produit, mais ce qu'il cherche, c'est des débouchés. Aujourd'hui, les secteurs qui sont les plus touchés, c'est tourisme, art et autres. Et donc, c'est des gens qui ont besoin aussi de ça pour vivre. Et c'est un moment qui leur permet d'avoir des connexions bonnes pour des commandes fortes. Mais nous aussi, on doit pouvoir faire le déplacement là-bas, acheter des petites choses. Parce que
quand on parle d'une économie résiliente, c'est ensemble qu'on la construit. Donc, on espère qu'ils seront nombreux à faire le tour pour ce qui est le déplacement pour découvrir ce que nos artisans ont à offrir, parce que c'est bien de dire consommons burkinabé pour consommer burkinabé, et puis après on attend que ce soit des étrangers qui viennent seulement faire des achats. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous devrons être intéressés par ce que nos frères eux-mêmes produisent. Et n'oubliez pas que beaucoup d'entre eux s'étaient engagés fortement, mais c'est 10 jours avant la tenue du CIAO que le report a été décidé parce qu'il n'y avait pas encore de gouvernement bien mis en place. Donc ça a été difficile pour certains parce qu'on prenait des prêts et tout pour venir faire des œuvres créatives et puis on vous dit que ça n'aura plus lieu. Maintenant ça va avoir lieu. On espère que les uns et les autres ont pu éponger ce qu'ils avaient pris ailleurs, mais pour que ça réussisse, vraiment il faudrait que les Burkinabés se l'approprient. Donc c'était cet appel-là et on espère que le CIAO se passera très bien. Et s'il reste scotché à True TV qui est un partenaire de ce rendez-vous, ils verront en tout cas comment ça bouge là-bas à travers nos sessions d'information et tout. En tout cas, un rendez-vous majeur dans l'agenda culturel du Burkina Faso. Le CIAO, c'est un rendez-vous à ne pas manquer et c'est à partir de ce vendredi qui vient. Et il faut y être présent. Il faut qu'on témoigne donc de la résilience et pour marquer la popularité envers ce rendez-vous. C'est maintenant la deuxième articulation de cette audience, c'est la fenêtre des généralités. Quelques questions d'ensemble que nous poserons donc à notre convoqué du jour, Moussa Zerbo. Il est secrétaire général national par intérim et porte-parole de l'UPC. L'UPC, c'est l'Union pour le progrès et le changement. Et on commence toujours avec vous, Geoffroy. Geoffroy Marat ou Bernard Boubou? Comme vous avez déjà dit mon nom, on est très heureux de vous revoir parce que vous avez très souvent à un moment donné, lorsque ça bougeait, mais bon, depuis un certain temps, je pense que les partis politiques eux-mêmes, je ne sais pas si c'est parce que on vous a dit de faire profil bas ou bien c'est vous qui regardez la situation et puis vous dites bon, on va... Mais comment se porte l'UPC? L'UPC se porte très bien. Très bien, vous êtes sûr? Oui, très sûr. L'UPC va très bien. D'accord. Ouais. On ne vous sent plus. Vous-même, vous l'avez déjà abordé. Lorsque on vous dit de ne pas mener d'activité et de rester en stand-by, nous ne sommes pas des hors-la-loi. Raison pour laquelle nous restons effectivement. Et vous ne pouvez pas avoir de grands regroupements encore, de grands rassemblements, mais quand même nous menons nos activités statutaires qui sont entre autres les rencontres, les réunions de bureau, les réunions entre nous. Nous tenons nos rencontres. Mais bon, comme on le dit, les activismes, d'une manière, on ne peut plus tenir cela parce que ça nous a été demandé d'observer. Et comme nous sommes des Burkinabés, soucieux aussi du devenir et de l'avenir de ce pays, il va de soi que nous puissions rester dans le cadre qui a été défini. Sinon, le fait que vous ne voyez pas sur vos plateaux, ce n'est pas dû à autre chose. Bon, c'est parce que tout simplement nous estimons que si vous ne menez pas d'activité d'envergure, il n'y a pas de raison de communiquer pour communiquer. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour qu'on sache que vous êtes là. Mais on est là quand même. Vous dites hors la loi. Quelle loi? Bon, quand je dis les hors la loi, parce que vous savez bien que ça a été une décision des autorités du moment qui a demandé aux partis politiques d'arrêter tout ce qui va dans le sens des grandes activités. Activisme débordant. Activisme débordant. C'est vous qui avez mis un contenu ou bien c'était très clair avec un contenu? Parce qu'au départ, on se rappelle que les partis politiques eux-mêmes ont dit activisme débordant, c'est pas ce que ça veut dire, c'est un fourre-tout. Il faut qu'ils reprécisent leur décision. Mais après, on a l'impression que c'est vous-même qui avez mis un contenu. C'est pas forcément cela. Mais il y a eu des injonctions, je ne sais pas, dites peut-être soyez plus clair. Oui, lorsqu'on vous dit par exemple pour des activités que nous menons, vous savez que généralement nous sommes appelés à faire intervenir les forces de l'ordre et de défense pour pouvoir maintenir et rassurer les populations pour qu'il n'y ait pas de situations malheureuses. Donc aujourd'hui, vous savez que nous sommes en contact avec les populations et tout ce que nous faisons va en droite ligne de cela. Lorsqu'on nous dit de ne pas faire usage de ce personnel, et nous savons qu'on a besoin sur d'autres terrains, il y a de quoi vraiment qu'on ne puisse pas aller à cela. Par exemple, vous ne pouvez pas organiser un congrès
sans faire appel aux forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des lieux et la sécurité des personnes et des biens. Donc, dans cette logique-là, nous avons estimé, si nous n'avons pas de garantie de la part de l'autorité qu'on soit couvert lorsqu'on veut mener des activités, il y a de quoi surseoir le temps qu'officiellement on puisse vous dire, voilà, c'est open, vous pouvez y aller. Sinon, ce n'est pas qu'on a voulu donner du contenu, une interprétation, non, ce n'est pas cela. Sinon, on peut se mettre aussi à mener des activités, mais quand on vous interpelle pour de tels actes, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous n'avez pas respecté ce qui a été dit. Et nous, c'est pour cela que je dis, l'UPC est un parti républicain, un parti respectueux des lois et des valeurs de ce pays, et nous sommes dans un contexte assez précis, et nous restons justement dans ce contexte-là, vraiment pour ne pas mettre mal à l'aise, j'allais dire, notre vivre ensemble. Il ne faut pas mettre mal à l'aise le vivre ensemble qui est aujourd'hui un peu à mal. Il faudrait donc travailler à le consolider. Bernard Boukman, question de généralité. Oui, j'ai l'impression que M. Zerbo n'a pas bien compris la question du juge Vaha. Parce que quand on dit d'éviter tout activisme politique débordant, on n'a pas mis du contenu. Voilà. À ce titre-là, moi, je pourrais dire qu'une conférence de presse que vous avez animée est une activité politique débordante. On a vu avec Bala en son temps, quand il a animé la conférence de presse pour demander la libération du président Kaboré, ça a été qualifié d'activisme politique débordant. Il a même failli faire les tôles, comme on appelle ça, la prison pour ça. Donc, c'est vous qui avez mis du contenu. Quand vous dites que vous êtes respectueux de la loi, quelle est la loi qui interdit le regroupement? Est-ce qu'il y a une loi qui l'interdit? Il n'y a pas une loi, mais vous-même, vous venez de le dire. Pour la simple raison d'avoir tenu une conférence, oui, mais il a été interpellé. Là, c'est un abus de l'autorité, ce n'est pas une loi. Bon, si c'est un abus de l'autorité, de toute façon, acceptez qu'on est dans un contexte assez particulier. On n'est pas dans un cas républicain, je peux dire ça, parce que ce n'est pas à la suite d'une élection que nous avons un gouvernement. Vous et moi, vous savez très bien que c'est un coup d'État qui a amené les personnes. Nous sommes dans un régime d'exception, qu'on le veuille ou pas. Si vous voulez que, je le dise, c'est tout à fait cela. La Constitution a été rétablie. La Constitution a été rétablie, je suis d'accord. Mais il faut reconnaître aussi que moi, Zerbo, je n'ai pas mis de bulletin dans l'une pour désigner quelqu'un. Ce n'est pas pour autant que je ne reconnais pas l'autorité de la personne. Mais je me dis qu'on n'est pas dans un contexte où nous avons des composantes bien constituées. Qui est le chef de file de l'opposition aujourd'hui? Qui est de la majorité aujourd'hui? Vous pouvez me répondre à ces questions-là, quand bien je suis là pour répondre à vos questions. Donc c'est pour vous recadrer un peu, pour vous dire que nous on a compris, et j'ai bien compris ce que le juge Baha a dit, et c'est la raison pour laquelle nous restons focus et nous restons concentrés sur ce qui est l'essentiel pour notre pays, c'est la question sécuritaire et c'est la question de notre vivre ensemble. Le convoqué ne recadre pas le juge, il répond à ces questions. Non, répondre même à ces questions, mais en bon républicain, qu'avez-vous dit quand le Conseil constitutionnel a validé le coup d'État? Mais de toute façon, ça a été devant tout le monde. Moi, je pose la question à vous, votre part de responsabilité, parce que moi, j'ai assumé ma part de responsabilité en ce temps. Je vous pose la question. De toute façon, nous avons constaté ça comme tous les Burkinabés. Et nous avons estimé que la seule voie qu'il faille pour diriger ce pays, nous l'avons fait d'une déclaration, ce n'est pas des élections. Et si ça arrivait par une autre voie, nous le constatons comme tous les Burkinabés. C'est tout. D'accord, voilà. J'ai compris la réponse. Ok. Alors, autre question de généralité. Autre question de généralité, on est à l'an 1 de la chute du président Kaboré. Vous avez fait partie d'ailleurs du gouvernement qui a été effectivement qui a été mis fin par le coup d'État du 24 janvier du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de l'UPC, vous avez pu tirer les conséquences d'une telle situation? Et qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon? Tirer les conséquences, c'était retenir une leçon. Bon, je ne sais pas dans quel sens. Étant entendu que c'est une situation qui a été plus ou moins, j'allais dire, une surprise. Et ça a été une situation inattendue. Parce que dans un pays, personne ne peut s'attendre à ce qu'un gouvernement, ou du moins un pouvoir démocratiquement élu, puisse être interrompu de cette façon. Nous l'avons constaté comme tout le monde. Donc la leçon que nous tirons tout simplement, c'est que nous constatons encore qu'une fois de plus,
il y a irruption des militaires dans la gestion de ce pays et nous en sommes à notre 9e coup d'État réussi avec 6 putschs. Donc ça dit que des militaires qui ont renversé des militaires. C'est le constat que nous pouvons faire. Nous avons 9 coups d'État dans notre pays à notre actif. Donc les leçons que nous tirons tout simplement, c'est de constater que il y a une intervention intempestive, j'allais dire, des militaires dans la gestion courante de l'État. Et pour corroborer ce que je dis, vous reconnaîtrez avec moi qu'en 62 ans d'indépendance, il y a eu 50 ans de gestion militaire et 12 ans de gestion civile. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, dans notre parcours du pays, les militaires ont toujours été présents dans la gestion des affaires politiques, dans la gestion des affaires courantes du pays. Puisqu'ils viennent reprocher que c'est l'incapacité des hommes politiques qui a fait qu'ils sont arrivés, puisqu'ils justifient leur coup d'État par ça. Et d'ailleurs, ils disent que vous êtes à 100% responsable d'une telle situation. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne partage pas du tout cette idée, il faut le dire tout net. Et c'est l'occasion pour moi aussi de saluer la franchise du président Ibrahim Traoré. Lorsqu'il a rencontré la classe politique, il a été assez formel. La situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas du fait des hommes politiques seulement, aussi bien l'armée que les civils. Étant entendu que les mêmes mots qui sont reprochés aux politiques sont reprochés aux militaires, notamment les faits de corruption. Il a été formel là-dessus. Les questions de délit d'apparence, il a été question des milliardaires dans l'armée. Il en a parlé. Il n'est pas allé du dos de la cuillère. Donc c'est pour dire qu'en réalité, les gens n'ont pas bien suivi, j'allais dire, le discours du président Traoré. Il a dit que nous sommes collectivement responsables de ce qui arrive à notre pays. Même si il a reproché ces 5-6 dernières années parce qu'on a connu le terrorisme pour les aspects sécuritaires. Mais la gestion de ce pays, 50 ans de gestion militaire et 12 ans de gestion civile, je pense qu'il ne faut pas venir jeter les hommes politiques en pâture pour faire croire à la population comme si c'était les politiques qui avaient géré uniquement ce pays. Moi, je pense qu'ici, des 50 ans de gestion, s'il y a un nom que nous retenons dans la gestion des militaires, vous et moi, nous serons unanimes ici pour dire capitaine Thomas Sankara. Pour avoir marqué l'histoire de notre pays, pour avoir apporté quelque chose de significatif. Sinon, aujourd'hui, dire que ce sont les hommes politiques qui sont responsables de ce qui arrive à notre pays, c'est très facile. 50 ans de gestion, quel bilan on peut faire des 50 ans de gestion des militaires? Je n'accuse personne. La preuve en est qu'en janvier, on a stoppé une démocratie qui était en marche. Plus précisément le 24 janvier, si j'ai bonne mémoire. On a arrêté pour dire que non, le pays était mal géré. 8 mois après, à quoi nous avons assisté? Les 8 mois là, c'était les civils qui dirigeaient. Est-ce pour autant que le pays s'est porté bien? Est-ce que vous pensez que si n'eût été l'intervention, j'allais dire, du jeune capitaine Traoré et ses camarades, pour arrêter cette mascarade, aujourd'hui on serait là? Je vous le dis, il faut qu'on se dise la vérité, parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas dire, et qui fait que on est dans des spéculations inutiles dans ce pays-là qui ne nous avancent à rien. Et je pense que le capitaine avait tout résumé lorsqu'il a dit collectivement nous sommes responsables. Et si nous sommes collectivement responsables d'une situation, il faut que collectivement nous nous asseyons pour voir les voies et moyens qui pourront nous permettre de sortir de cette situation. Nous n'allons pas rester toujours dans des tergiversations inutiles, nous mettre à accuser X et à accuser Y. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui devrait connaître la participation de toutes les filles et tous les fils de ce pays. C'est à ce seul prix-là que la situation que nous vivons aujourd'hui, nous pourrons nous en sortir. Si nous continuons toujours à nous diviser, c'est comme cet adage Bambara qui dit, lorsque la pluie vous bat, vous cessez de vous battre. Et vous regardez, vous partez à l'essentiel. Nous, aujourd'hui, nous avons un problème. Ça nous coûterait quoi que tout le monde puisse mettre sa main dans la pâte et qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Si c'est pendant ce temps on trouve des moyens pour exclure, et il y a des exclusions, je pense qu'aucun pays au monde ne s'est construit dans la division et dans l'exclusion. Et le Burkina ne fera pas exception à cela. Si nous ne révisons pas
Si nous ne changeons pas de fusil d'épaule, nous courons à notre propre perte. On n'a qu'un seul pays, c'est le Burkina Faso. On n'a qu'un seul patrimoine que nous ont légué nos ancêtres, c'est le pays Burkina Faso. Et il n'y a pas un seul Burkinabé aujourd'hui qui puisse vouloir que ce pays-là sombre. Si ça sombre, on va où? On a une deuxième patrie? On a compris votre propos. Oui, vous voulez renchérir sur la généralité? Oui, sur la généralité. Oui. C'est très intéressant donc ce que notre convoqué dit, mais je pense que Bernard précisait quelque chose. Il a dit leçon. Leçon, c'est pas seulement du coup d'État, c'est que il y a un échec quand même qui nous y conduit. Même si on peut dire que on pourrait avoir d'autres voies ou quoi, il y a un échec qui nous y conduit. Et vous, dans cet échec, vous dites tout le monde est responsable, mais il y a des coefficients de responsabilité. Vous avez été au pouvoir avec Roch Kaboré. Pour moi, quand Bernard parle de leçons, c'est qu'est-ce que vous retenez de ce partenariat dans la gestion du pouvoir? Parce que l'UPC y était aussi dans cet échec-là. Peut-être c'est ça la leçon. Bon, dire que l'UPC y était dans cet échec-là, je ne peux pas dire le contraire dans la mesure où nous avons participé au gouvernement sur la question de la réconciliation. Un ministère d'État qui n'était pas forcément un ministère qui avait en charge de prendre un certain nombre de décisions. Je pense que si le processus avait été conduit comme le docteur Zéphirin Diabré l'avait entrepris, et je pense qu'il y a des localités où nous sommes partis, il y a près de 20 ans que des personnes ne se sont pas dit bonjour. Mais lors des rencontres au niveau communal, au niveau des régions, ça a permis à des gens déjà de désamorcer les rancœurs que les gens avaient les uns contre les autres. C'est pour dire qu'en réalité, notre participation au gouvernement a été tout simplement l'aspect réconciliation qui nous tenait à cœur. Et pendant notre campagne électorale, je pense que ça a été le maître mot. Sauvons le Faso et faisons en sorte que notre pays soit uni et qu'il y ait la réconciliation, que les rancœurs puissent se taire et que nous puissions nous mettre ensemble. Voilà un peu cela. Et pour vous dire encore, avec beaucoup de précision, vous savez qu'après l'insurrection 2014, on est allé à une élection. En 2015, le président Zéphirin Diabré n'a pas été élu. Quand bien même il était le chef de file de l'opposition, beaucoup de gens ont passé tout le temps à lui reprocher qu'en principe, il devrait participer au gouvernement, étant entendu qu'il a participé à la prise du pouvoir, ou du moins, ce qu'on le veut ou pas, la situation nouvelle qui s'est présentée, il a été un acteur clé. On a passé tout le temps à le fustiger, que non, il a mal fait, il devrait rentrer dans le gouvernement. On n'entendait du tout. Bon, après ces 5 ans, il a passé comme chef de file de l'opposition. L'autre législature qui suit, l'élection qui a suivi et un régime a été mis, un pouvoir a été mis en place, il accepte d'apporter sa contribution pour la réconciliation. Là encore, les gens trouvent que non, il ne devrait pas rentrer. C'est pas les gens, même dans votre propre camp, au sein de votre parti, ça crée des scissions, donc c'est pas les gens. Oui, bon, c'est ça que je dis. En fait, ceux qui n'ont pas eu cette hauteur d'esprit, qui n'ont pas eu cette grandeur d'esprit, n'ont pas compris l'action de l'UPC à travers son président. Ils n'ont pas compris. Mais avec un peu de recul, je pense que certains pourraient comprendre. Maintenant, lorsque vous parlez de coefficient, moi je voudrais savoir ce coefficient, bon, je ne suis pas là pour poser des questions, mais quand même je ne répondrai pas à une question ou bien à une préoccupation lorsque je n'ai pas bien compris. Monsieur le Président, vous me permettrez de bien comprendre, monsieur le juge au siège. Le juge a parlé de coefficient de responsabilité. Voilà, il faut clarifier. Voilà, je veux qu'il me précise parce que d'ici là que je ne réponde encore, il va dire que j'ai répondu à côté. Moi, je ne passe pas à côté de la plaque. Je vais droit au but. D'accord. Vous savez, vous avez dit dans votre argumentaire tout à l'heure que tout le monde est responsable de ce qui se passe. Mais moi, dire tout le monde est responsable, c'est la meilleure façon de dire que personne n'est responsable. Tout le monde est responsable, certes, mais il y a des coefficients de responsabilité. Roch Kaboré a un coefficient très fort de responsabilité. Ceux qui ont géré les choses avec Roch Kaboré ont un coefficient fort de responsabilité pour avoir été à la décision. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y a les aspects périphériques et les zones périphériques qui, eux, peut-être critiquaient, n'avaient pas les mêmes leviers que vous. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, je comprends mieux votre préoccupation. Bon,
Ces coefficients, c'est vous qui les déterminez. Ah non, je ne peux pas. On les détermine par rapport aux responsabilités que les uns et les autres ont occupées. De toute façon, moi j'ai dit ici ce qui a été nous de notre responsabilité. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Moi je peux parler de ça. Si mon président, M. Diabré, était président de la République et que cette situation serait intervenue, je serais à l'aise de situer notre responsabilité parce qu'en tant que ministre, je pense qu'il y a quelqu'un qui était au-dessus de lui. Vous voulez dire que l'UPC n'a aucune responsabilité dans... Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Et la collégialité, qu'est-ce que vous en faites? C'est justement au nom de la collégialité. C'est au nom de la collégialité, justement, que je dis que l'UPC a joué un rôle, et ce rôle, je l'ai défini. Et maintenant, s'il y a eu échec, l'UPC ne peut pas se détacher de cet échec-là. À partir du moment où il y a collégialité au sein du gouvernement, on ne peut pas se dédire. Voilà, il y a une collégialité, c'est que vous travaillez sous l'égide du Premier ministre et du président du Faso. Si les choses ne sont pas allées comme vous souhaitez, vous assumez collectivement. Je n'ai jamais dit que l'UPC ne se reconnaît pas dans cet échec-là. Ça, je le dis. Je dis l'UPC se reconnaît au nom de la collégialité. Non, c'est pas un procès, vous faisiez juste une question. D'accord, donc si je vous ai répondu, tant mieux. Alors, l'UPC assume sa part de responsabilité et reconnaît les succès aussi bien que les échecs pendant tout ce temps qu'il est resté au gouvernement. C'est la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine et cette audience est à l'écoute de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, un an après le coup d'arrêt institutionnel du 24 janvier 2022, avec à la barre des convoqués Moussa Zerbo, secrétaire général national par intérim et porte-parole de ce parti. Justement, donc, vous avez évoqué, vous avez brossé un peu le bilan de votre action au gouvernement, un an après en être débarqué. Comment vous appréciez la gestion des affaires de l'État par le nouveau pouvoir? Bien, je n'irai pas jusqu'en janvier, parce que de janvier, les 8 mois passés, le bilan, ça, je dis tout net, c'est un bilan négatif. Ça, moi, je le dis et je l'assume. Maintenant, quant à partir du 30 septembre, je peux me prononcer par rapport à ça parce que j'ai vu quand même des actions fortes. Des actions fortes et un langage franc à la tête de l'État. Pour une première fois, qu'un chef de l'État reconnaisse que depuis son arrivée au pouvoir, les attaques se sont multipliées. Il n'a jamais dit que l'armée montait en puissance. Mais il est là, il travaille en silence et il a fait des réformes courageuses au niveau de l'armée avec le recrutement des VDP que je salue au passage, les 90 000 VDP. Je pense que c'est une très bonne action et c'est une bonne vision. Et c'est comme nous le disons, et je vais encore répéter Thomas Sankara, qui avait dit, pour nous développer, pour être ce que nous sommes, nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Et pour compter sur nous-mêmes, il faut que nous-mêmes nous prenions à corps le bras la question qui nous assaille. Et je pense qu'à ce niveau-là, le président Ibrahim Traoré a vu juste. Il a vu juste parce qu'il a compris très vite qu'il ne fallait pas tomber dans le mensonge, il ne fallait pas tomber dans la démagogie, il fallait dire la vérité aux gens. Et je pense que ce franc-parler-là, c'est de ça le peuple burkinabé a besoin. C'est de cela que nous avons besoin pour aller de l'avant. Quand ça ne va pas, dites net au peuple que ça ne va pas. Si ça va aussi, qu'on dise que ça va. Je pense que c'est de cela que nous avons besoin. Donc, en termes de bilan, le jugement que je peux porter dessus, c'est tout simplement saluer cet élan patriotique. Et je salue aussi le courage qui a été de dire et de prendre certaines décisions courageuses. La question de recrutement des VDP, je suis content dans la mesure où c'est nous qui avons voté cette loi. Quand en tant que parlementaire, j'ai voté cette loi en tant que parlementaire. Donc aujourd'hui, moi je me réjouis de voir que des Burkinabés aient accepté volontairement de s'engager pour la défense de leur patrie. Je pense qu'il faut saluer cela. Il faut le saluer avec force et nous se dire qu'avec tout ce que nous apprenons, malgré la modestie de nos moyens, nos forces de défense et de sécurité sont en train de mouiller le maillot au front. Et nous voyons ce qui est entrepris à grande échelle. Et au point que les coins qui n'étaient pas attaqués, les terroristes sont obligés maintenant de feinter, de fuir ces zones pour aller dans d'autres localités.
Bon, je pense que c'est notre prière à nous tous que nous puissions venir à bout de ce terrorisme-là. Mais je précise, tout cela ne sera possible qu'avec l'implication de toutes et tous. Il a été fait appel à l'effort de guerre. Je pense que tout le monde y a adhéré. Apporter l'effort de guerre, pour votre information, l'UPC est en train de lancer une souscription volontaire au sein du parti, et tout ce qui sera récolté comme liquidité, comme bien matériel, sera retransmis au numéro qui a été donné pour dire que nous sommes en phase avec ce qui a été dit. Nous ne sommes pas des apatrides. Alors, je pense que mon président, Zéphirin Diabré, n'est pas un assoiffé du pouvoir. Il n'est pas un assoiffé du pouvoir. L'UPC qui apprécie donc positivement la nouvelle dynamique, c'est-à-dire la transition rectifiée, mais qui pense qu'on a perdu 8 mois depuis le coup d'État du 24 janvier 2022. Bernard Boumou. Oui, effectivement, on a perdu du temps, comme il a si bien dit, et puis ils ne sont pas les seuls à le dire, parce qu'à l'heure du bilan, celui d'ailleurs qui est parti n'a pas pu livrer le bilan de son magistère, ce qui est difficile même d'ailleurs de l'évaluer lui-même, parce qu'il nous a promis un bilan qu'il n'a pas donné. Lors de son discours du 4 septembre, lui-même il n'a pas pu nous donner son bilan, son propre bilan. Donc, chacun a fait son bilan et a tiré les conséquences et a continué. Ça, c'est un commentaire. Mais effectivement, bon, vous avez conclu en répétant par 2 fois que votre président n'est pas un assoiffé du pouvoir. Mais est-ce qu'il veut le pouvoir, même s'il n'en est pas assoiffé? Mais c'est tout à fait un homme politique. On ne crée pas un parti politique pour contempler, mais il veut passer par les voies les plus habilitées, c'est-à-dire par les urnes. Par plusieurs fois, il a eu l'occasion, s'il voulait usurper du pouvoir, il allait le faire. Ah oui. Au sortir de l'insurrection, oui, je le dis, au sortir de l'insurrection, on savait aussi qu'il suffisait seulement qu'il fasse un truc autour de lui et il pouvait être propulsé. Au moment où le pouvoir était resté vacant, s'il voulait, il allait se prononcer pour dire qu'il veut. Ça allait être une usurpation, ça n'allait pas être la conséquence d'une lutte qu'il a menée. Donc, oui, ça allait être une conséquence. Normal. Oui, mais est-ce que c'est la voie indiquée? Non, non, c'est pas la voie indiquée, raison pour laquelle il n'a pas accepté de faire cela. Il a dit, je suis un démocrate, je suis un républicain, je cherche le pouvoir par les voies qui s'y. Par une première fois. Il y a eu d'autres occasions. Ah bon? Oui, il y a eu d'autres occasions. Après l'insurrection. Bon, de toute façon, je ne vais pas rentrer. La possibilité de prendre et puis il n'a pas pris. J'ai dit je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais après le coup d'État du 24 janvier, ça flottait entre ses mains aussi entre vous. Bon, vous avez commencé et puis vous... non, je ne vais pas terminer ça. Vous avez dit ce que vous commencez, vous terminez. Oui, j'ai dit ce que je commence, je termine, mais j'ai fini de dire ce que j'ai à dire. Je vous ai dit tout simplement qu'il n'est pas un assoiffé du pouvoir. C'est ce que je tenais à dire en substance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut passer par la voie normale pour accéder au pouvoir. Si les conditions sont réunies, bien entendu. Mais pas question de pouvoir manipuler. Je vais dire tout simplement, il fut un moment où on savait que le pouvoir battait de l'aile. Et vous aviez la possibilité de prendre. On pouvait provoquer une situation pour créer des troubles. Et ça pouvait amener l'UPC au pouvoir. Mais l'UPC n'a jamais voulu de situations troubles et de situations qui puissent aller. C'est ce que je veux vous dire et je m'arrête là. Alors que moi je voudrais demander que pour l'écriture de l'histoire, si vous pouvez donner suffisamment de... Non, en fait c'est des faits qui sont passés. Mais les faits ont des dates. C'était à quelle occasion exactement? Oui, je suis en train de vous dire, on a juste organisé, si vous voyez sous 2015-2020, activité d'envergure. Ce fut à la Maison du Peuple. Oui, mais après ça, vous avez fait une marche meeting. On a fait une marche meeting qui est dans le but justement de soutenir ou d'apporter notre soutien acquis de droit. Donc c'était des occasions favorables? En fait, c'est pour vous dire qu'au moment où tout le monde était unanime, que le pouvoir battait de l'aile, il suffisait seulement que les chefs de file de l'opposition peut-être lancent un mot ou disent quelque chose dans ce sens, alors que le pays n'allait pas du tout bien. Mais en républicain, on ne profite pas des situations de malaise pour créer un problème dans un problème. C'est de ça que je veux parler en réalité. Sinon, ce n'est pas pour dire qu'il y a eu vacances de poste, ils pouvaient prendre. Non, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Donc, si vous m'avez compris, je pense que je n'en dirai pas plus. Oui, Geoffroy Vara. Oui, on est un peu les pieds dans le plat. Hein. Oui, tout à fait. Actuellement, après la sortie de votre président sur Jeux d'Afrique, oui.
il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été ressortis. Et il y a eu aussi une autre réaction encore pour démentir des éléments qui ont été donnés et qu'il n'est nullement question pour lui, avec des forces ou avec des personnes étrangères, de comploter pour ceci ou pour cela. Dites-nous, il a rencontré le président ivoirien récemment? Zéphirin Diabré, comme je l'ai dit, son dernier voyage date de sous le régime Kaboré, lorsqu'il était ministre d'État en charge de la réconciliation. Et dans le cadre de l'exécution de son agenda, il était question de rencontrer le président Blaise Compaoré pour voir les modalités de son retour. Et son pied-à-terre, tout était déjà fin prêt pour le faire venir, justement pour qu'il puisse venir donner sa part de contribution dans ce processus qu'on était en train d'engager. Depuis lors, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, il y a des traces partout. Quelqu'un ne peut pas sortir sans que la police de l'aéroport du Burkina ou bien de la Côte d'Ivoire. Depuis lors, le président Diabré n'a plus jamais séjourné en Côte d'Ivoire. Il n'a plus jamais séjourné en Côte d'Ivoire. Et vous comprenez aisément pourquoi, lorsque vous dites ces accusations-là, cet activiste a proféré a engagé ses propos, immédiatement nous avons dit, ah là c'est dangereux. Puisque preuve à l'appui, je n'ai pas voyagé, mon passeport est là qui peut l'attester. La police de l'aéroport est là pour attester que je ne suis pas sorti de mon pays. On a des preuves. Et également, l'autre élément qu'il faut ajouter, c'est que, on aime le dire, pour dénigrer ou pour critiquer une personne, prenez le soin de connaître la personne. Prenez le soin de vous entourer d'un certain nombre de précautions par rapport à ce que vous dites. Même si vous avez envie de salir la personne, il y a des manières aussi et il y a des méthodes. Et ça aussi, on va vous mettre à nu dans votre démarche. Ici, je vous dis tout net, le président Diabré n'a rencontré personne en cette période-là. Il faut être précis là-dessus. Et toute chose qui nous a amené justement à produire ces communiqués de presse que vous avez dû suivre pour dire M. Diabré a décidé donc par rapport à ses propos diffamatoires d'intenter un procès contre son nommé Maïga. De toute façon, en tant que républicain, moi je pense qu'il ne s'agit pas de tergiverser. Tu m'accuses de quelque chose, je ne me reconnais pas dedans, les voies les plus indiquées, nous allons devant les juridictions. C'est ta parole contre ma parole, c'est les preuves contre mes preuves. Et là maintenant, on saura pour qui vous roulez et quel a été votre objectif. Vous avez vu immédiatement, quand on a engagé la procédure, rétropédalage. Il a dit que vous avez refusé les deals, autrement dit. On a refusé les deals, il dit qu'on a refusé les deals. Ça veut dire que et même là, non, écoutez, c'est pas ce qu'il avait dit auparavant, dites d'abord ce qu'il a dit. Oh, mais ce qu'il a dit... Il a dit que le président Diabré a rencontré Ado et Macron à Abidjan. Et que le projet était que ZEF puisse servir, j'allais dire, de tremplin pour pouvoir déstabiliser le régime en place. Vous voyez comment c'est grave comme accusation. Vous voyez comment c'est grave comme propos. Et vous revenez aussi dire maintenant qu'il a refusé le deal. Tu as dit que la rencontre a eu lieu, mais c'est le deal qu'il a refusé. Il va nous prouver cela. Il n'y a aucune rencontre qui n'a eu lieu. Comme je vous ai dit, le président Diabré n'est pas sorti. Il n'a pas séjourné à Abidjan. Je vous le dis tout net, il n'a pas séjourné depuis son dernier passage jusqu'à aujourd'hui. C'est une preuve suffisante pour dire que M. Maïga n'est qu'un gros manipulateur. C'était juste pour semer un peu de trouble. Et je dis, et je le répète, le Burkina n'a pas besoin de ça, de grâce. Il est aux États-Unis. S'il peut poser des actes positifs pour consolider et amener le peuple à parler le même langage, je pense que ça serait mieux. Si on le finance pour des activités, qu'il se contente de prendre ses financements, mais qu'il laisse les honnêtes citoyens tranquilles. Moi, j'ai comme l'impression, ces officines-là reçoivent de l'argent et ils ont leur réseau. C'est juste pour salir des gens. Et ceux qui se reprochent quelque chose rapidement, peut-être les soudoient avec quelque chose. Mais il a tapé à la mauvaise porte. Maïga a tapé à la mauvaise porte et il va répondre devant les juridictions. Et je pense que c'est la seule voie. Nous ne discutons pas beaucoup. Mais justement là-dessus, vous ne vous demandez pas par exemple pourquoi est-ce que Zéphirin Diabré est la cible de ce que vous qualifiez comme officine malveillante. Vous vous êtes pas posé la question? Vous avez eu des éléments? Allons-y. Non. En fait, là où nous sommes là, jusqu'à preuve du contraire, à quel moment vous avez entendu
ou lu à quelque part que M. Zéphirin Diabré s'est rendu coupable de ci ou ça. Il a toujours dit, j'appelle la SCLC à auditionner et à regarder toute ma gestion du temps que j'étais ministre, du temps que je suis chef de file de l'opposition. Et je pense qu'en la matière, la note qui était sortie, il avait été l'un des premiers à déposer son rapport détaillé en tant que chef de file de l'opposition. Aucun manquement jusqu'à l'heure où on est. Je demande au peuple burkinabé, à quel moment M. Diabré a été culpabilisé de malversation ou avoir été accusé d'avoir fait usage de choses dont il n'en avait pas le droit. Je ne pense pas. S'il y en a qu'on nous sorte, c'est la raison pour laquelle nous sommes fondés sur cela pour dire M. Diabré, de par sa posture, et comme l'objectif manifeste aujourd'hui, c'est de discréditer les hommes politiques. C'est de faire croire à l'opinion publique, effectivement, que tous les hommes politiques sont mauvais. Et lorsqu'on voit que quelqu'un n'est pas dans leur, dans leur ligne de mire là, dans leur collimateur, comme ils disent comme ça, pour les accompagner, ils trouvent des moyens pour pouvoir salir la personne. C'est tout ce que nous avons compris. Sinon, je pense que la procédure qui a été engagée, nous souhaitons vivement les résultats, vous allez les entendre. Allez-y. Poursuivons alors. Oui. Poursuivons alors. Je vous écoute, hein, quand vous dites il y a une dynamique pour discréditer tous les hommes politiques. Oui, c'est à quelle fin? À quelle fin? Justement, puisqu'il a été dit ici, et vous, dans nos échanges ici, vous avez parlé de coefficients. Et il ne parle pas en termes de coefficients, c'est comme si tous les hommes politiques, c'est eux uniquement qui sont la cause de la situation que notre pays vit aujourd'hui. Et c'est ce qui ressort de façon mécanique, et certains sont en train de répéter ça partout, en ignorant que dans cette gestion chaotique-là, il y a 50 ans de gestion militaire et il n'y a que 12 ans de gestion civile. Je dis, les coefficients peuvent être quoi, mais c'est pour cela que nous répétons, et je salue encore la franchise, je dis bien du capitaine Traoré, lui, il a reconnu devant tout le monde. Il a même dit, l'armée est politisée. Si l'armée est politisée et que lui-même il le reconnaît, que l'armée est politisée, on a quel débat? La gestion du pouvoir, là, c'est politique ou bien c'est pas politique? Mais je suis votre fil. Hein. Suivez mon fil. Je suis votre... Oui, je vous suivez mon fil, je l'ai dit. Alors jusqu'au bout des choses. Oui, on va aller jusqu'au bout. Vous dites les officines, on a l'impression que c'est pour discréditer les hommes politiques. Donc vous dites c'est pas seulement Diabré, c'est la classe politique de façon générale. Les transitions, ça finit par des élections et c'est les partis politiques qui participent. Donc quand on les discrédite, c'est pour qui y aille. J'ai pas bien saisi. Vous dites quoi? Je dis, si la volonté c'est de discréditer les partis politiques, les déconstruire aujourd'hui, les élections, c'est les partis politiques qui y vont. Donc derrière, pour vous, c'est quoi la cible? Parce que les élections, c'est avec les partis politiques. Bien sûr, c'est eux seuls qui peuvent répondre à ces questions. Nous ne savons pas pour qui ils roulent. Je suis votre argumentaire en fait. C'est pour ça c'est pour cela, moi aussi, je m'interroge et je m'interroge. Tout comme beaucoup de Burkinabés, pour qui ces gens-là roulent en voulant discréditer la classe politique forcément. Seuls eux, ils peuvent répondre. Et moi, je pense que vous aurez l'occasion, pour ceux qui le disent haut et fort, la classe politique est à l'origine de ce qui arrive. Vous leur demanderez pourquoi ils disent ça. Parce que moi, je n'ai pas échangé avec eux. Si j'avais des éléments de réponse avec eux, je l'aurais dit sur ce plateau. Voilà ce qu'ils reprochent de façon objective à la classe politique. Nous n'en sommes pas là. Et moi, je pense que ce que M. Maïga a fait, c'est dangereux. Dans le contexte actuel où le Burkina est en train de se frayer son chemin pour que nous puissions sortir de cette situation, je pense que ce n'est pas le moment de créer des problèmes à l'intérieur du pays. S'il est un patriote, s'il aime le pays, qu'il ne reste pas à l'extérieur et recevoir des informations et puis transcrire. On a connu d'autres activistes avant lui, qui sont restés à l'étranger, qui avaient des informations de Kossiam à la minute. Ce ne sont pas des génies. Nous savons forcément qu'ils sont de mèche avec des gens. Et de plus en plus, ce qui est marrant, et ce que nous allons demander qu'il faille arrêter. Il y a des actes hautement confidentiels qui se prennent à certains niveaux décisionnels, mais qui immédiatement se retrouvent sur la place publique. Qui fait ça? Et à quel dessein?
Il va falloir qu'on arrête ça. Il y a des informations qui sortent qui sont de l'ordre, j'allais dire, du commandement, mais qui se retrouvent sur la place publique. Il y a de quoi nous demander, et ce sont généralement ces gens qui sont à l'extérieur qui servent ces informations-là. Et je pense que dans l'interview que M. Diabré a donnée, si vous avez bien suivi, sur toutes les questions, il s'est prononcé. Je ne vois pas où est-ce qu'il a péché. Où est-ce qu'il a péché? Et je crois que ce qui fait l'achoppement, c'est son appréciation peut-être de Wagner, qui a dérangé beaucoup de gens. Parce que j'entends quand je cours que toute personne qui va toucher à cette question-là n'a qu'à savoir que c'est la descente aux enfers. On l'entend comme ça, de façon... Mais je ne savais pas que c'était arrivé jusqu'à ce point. Qu'est-ce qu'il a dit et qui est infondé par rapport à Wagner? Je ne vois pas. Wagner n'est pas une émanation de l'armée russe, qu'on le veut ou pas. C'est comme nos sociétés de gardiennage ici, une société privée qui s'est constituée, qui vend ses services pour pouvoir vivre. Wagner est une société comme ça, et qui vient vendre ses services. En quoi est-ce que Wagner peut être un allié stratégique du Burkina? Il fait la distinction entre la Russie et Wagner. Donc depuis 1967, il a précisé, nous avons des partenariats avec la Russie. Et je le dis, moi qui suis assis, j'ai eu des professeurs russes. J'ai eu des professeurs russes qui m'ont enseigné. Voilà, en physique comme en chimie. Chez eux, parce qu'il n'y a pas physique-chimie. Le professeur de physique, je me rappelle encore de son nom, peut-être qu'il doit être devant la télé en Russie là-bas. Je le salue au passage, M. Oganisyan Micha. Et je salue mon professeur de chimie, Novodjoulov Yuri, qui m'a enseigné et qu'on enseigne beaucoup de Burkinabés ici. Je le dis. Donc, il ne faut pas qu'on veuille faire croire aux gens, comme avec la Russie, comme c'est un nouveau partenariat. Non. On peut relire les accords de partenariat, oui, mais ce n'est pas un nouveau partenariat. Et c'est tout ce qu'il a dit. Wagner, en langage diplomatique, c'est ce qu'on appelle les mercenaires. Et il a dit, peut-être c'est ça qui blesse. Si ça blesse aussi, mais qu'on accepte, on n'est pas privé de dire nos vérités au Burkina ici. Oui, alors, il a bien situé le pour et le contre, il a bien fait la distinction entre l'État russe et Wagner. Oui, avec d'ailleurs la précision que Wagner n'est même pas un supplétif de l'armée russe, comme le sont nos VDP. Nos VDP, voilà, qui sont appelés maintenant des supplétifs de l'armée. Donc, la collaboration, effectivement, pose problème. Bon, c'est le résumé que je fais de cette portion de l'interview, effectivement, qu'il a accordé. Bon, et autre élément, si vous permettez. Allez-y. Voilà, autre élément qu'il a abordé, c'est par rapport justement à la question de l'armement. Quel type de partenariat, par exemple, on pourrait tenir avec la Russie? Il a salué la qualité de l'armement russe, l'aspect coût et l'aspect entretien. La facilitation d'utilisation. La facilitation d'utilisation. Il a dit sur ce plan, beaucoup d'autres pays, même les États-Unis, travaillent avec la Russie. Le Burkina perdrait quoi en travaillant avec la Russie? Je ne vois pas. Encore que ce n'est pas ceux qui ne savent pas, et ils pensent que non, c'est maintenant, il faut aller négocier que la Russie vienne. La Russie est avec nous depuis 1900. Peut-être c'est le renforcement des liens de coopération entre nous. Et je dis, parlant même de la France, le cas de la France, c'est parce que justement, il y a un accord, peut-être qui a été signé à quelque part. Et moi, je dis, si M. va ici assis et moi, nous nous mettons ensemble pour faire une affaire ensemble, nous allons faire des écrits. Ces écritures-là vont tenir tant que ça va entre nous. Mais s'il y a des difficultés, qu'est-ce que va peut demander? Qu'est-ce que moi je peux demander? Mais il faut qu'on relise les textes. Au départ, j'avais dit, par exemple, tu prends 70% des actions, par exemple, moi je prends 30%. Parce qu'en son temps, je n'avais pas assez de moyens. Et avec le temps, je suis le plus impliqué, si je suis celui-là qui rapporte plus à notre affaire. Je vais te dire, non, mon ami, il faut qu'on essaie de voir. On va relire les textes. Je pense qu'il s'agit de cela aussi, à quelque part. Donc, s'il y a un accord qui a été mal ficelé, il y a de quoi qu'on s'asseye à nouveau pour ficeler ces accords. Et il a terminé, un des aspects aussi, c'est par rapport au départ de l'armée française et les actes qui ont été produits. C'est un sentiment, c'est un ressenti de la population burkinabé, et plus précisément de la frange jeune, qui pense que cette présence-là ne nous sert pas, étant entendu que
le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Pendant ce temps, nous avons des amis qui sont installés chez nous avec leur armée. Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour nous? Donc ça veut dire toujours qu'il y a une main mise sur nous et en réalité, c'est des intérêts autres que ces partenaires sont en train de défendre et c'est ce que pense la plupart de la population et des jeunes. Voilà. Oui, il a bien expliqué Zéphirin Diaré dans cette interview qui fait maintenant polémique. La réalité, a-t-il dit, c'est que la présence militaire française dans nos pays est de plus en plus décriée par des opinions publiques qui ne la comprennent pas et qui doutent de son efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Oui, Bernard. C'est clair. Oui, en fait, en commentaire, vous offusquez pour des gens qui parfois ne lisent pas les interviews et qui réagissent sur des extraits. Je pense que pour quelqu'un qui a lu cette interview en intégralité, il n'y a réellement pas de quoi fouetter un chat. Mais bon, ici, beaucoup ne lisent pas. Hein. Il y en a qui voient un bout de phrase et puis ils sautent. Quand on a épinglé Wagner seulement, il ne veut pas Russie. Bon, bref, ça c'est un commentaire que j'en fais. Je parle pas, c'est pas tout le monde qui ne lit pas les interviews, mais il y a beaucoup qui ne lisent pas. Voilà. Donc pour revenir à votre situation, la plainte est déposée. Oui, l'avocat a été saisi et tous les documents lui ont été transmis. Et actuellement, bon, je sais que depuis avant-hier, il est saisi, il a travaillé sur les éléments et la plainte sera déposée. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il a saisi ou pas d'abord. Les éléments étaient en train d'être réunis et personnellement, je suis le dossier. D'accord. Voilà. Si ça avait été déposé et que j'avais l'information, j'allais vous dire tout de suite quand est-ce que ça a été déposé. Alors, en tout cas, M. Maïga insiste sur sa page. Apparemment, le deal a été fait maintenant. Si vous acceptez, il va revenir également donner. Bon, en attendant, c'est un chapitre, c'est des chapitres qui se suivent. Nous allons en suivre. Maintenant, moi, ma question, c'est on parle perspective. Pardon, vous avez dit que le deal a été accepté? J'ai dit qu'il a dit que si le deal est accepté, il reviendra dire. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Maintenant, j'ai dit, on parle perspective parce que maintenant, les attaques se sont multipliées. Il y a plusieurs zones qui sont toujours en train de se vider, malgré la bonne volonté affichée par le capitaine de se battre et la réorganisation. Alors maintenant, pour les perspectives, qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation? On demande aux uns et aux autres d'apporter leur soutien. Oui, j'aurais bref, monsieur Moussa Zerbo, qui est notre convoqué du jour. Merci, monsieur le Président. Je serai le plus bref possible. Par rapport à cette question, il faut tout simplement dire que seul dans l'union sacrée, nous pourrons résoudre ce problème. C'est la seule chose que je vois. Il ne faudrait pas qu'on travaille encore à des divisions, à des clanismes, à croire qu'un certain nombre de personnes peuvent être à l'origine. Ceux qui bavardent beaucoup, on aime le dire, ce n'est pas les grands faiseurs. Il faudrait qu'on retienne ça aussi. Il faut qu'on accepte que c'est ensemble que nous allons pouvoir gérer ce problème. Sans exclusion, sans esprit divisionniste. Une perspective pour qu'on gère le problème ensemble. Il nous reste peut-être une minute. Je vais donner la parole à Geoffroy Vara qui souhaitait la prendre pour une dernière intervention rapide. Non, mais moi quand je regarde, ça me fait aussi rire sourire. Parce que, vous savez, c'est nos acteurs politiques là aussi qui ont fait qu'on est dans cela. On a créé des boxeurs en dessous de la ceinture qui se sont construits. C'est la vérité. Vous le savez. Vous vous êtes donné des coups dans le visage et puis pour finir, vous avez commencé à vous donner des coups en dessous de la ceinture et puis vous avez créé autour un écosystème avec des spécialistes de cela. Ça vous revient aussi encore à la figure. Je peux réagir, monsieur? Oui, bien sûr. Allez-y. D'accord. Donc, je pense que par rapport à cela, c'est trop dit. Ce n'est pas à tous les niveaux que cela existe. Je pense que le professeur Abdul Karim Sango vous l'a dit. Lorsqu'il a été nommé ministre, voilà un groupe qui se constitue pour venir le voir et lui demander de l'argent, que c'est pour redorer son blason, c'est pour le défendre en cas d'attaque. Combien de ministres et combien de personnes sont approchées pour cela? C'est pour dire que ce sont des rançons qu'on part pour retirer à des gens. C'est pas les politiques, non, attendez. C'est pas les politiques. Attendez, c'est politique, oui. Chaque parti avait ses rançonnés, mais qui ne sont pas créés par le parti. Ils se sont constitués par les leaders du parti. Non, quand vous avez suivi Abdul Karim Sango, c'est des gens qui se sont constitués. Est-ce que c'est le parent
son parti là qui a créé. Si quelqu'un vient à l'UPC proposer ses services et qu'on n'a pas accepté comme Abdul Karim Sango, il faut admettre que ce sont des groupes librement constitués, comme vous le dites là, qui ont décidé de boxer les gens en dessous de la ceinture. Librement créé et annexé au secrétariat à l'information. Je dis non, Ils ne sont pas annexés. Ce sont donc, si on ici, ce sont donc des gens qui... C'est le parti qui les a annexés. Non, là je dis c'est une accusation gratuite. Ok, alors, vous nous accusez gratuitement. Vous êtes tous inscrits dans l'art de la boxe en dessous de la ceinture, ce qui vous approche et vous qui devez esquiver les coups, mais parfois vous en donnez aussi en dessous de la ceinture, et c'est ça, et c'est de cela qu'il s'agit. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité, la 3e de cette semaine, qui évoquait la situation nationale en lien avec le regard de l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, avec son porte-parole Moussa Zerbo, qui était sur notre plateau. Merci, M. Zerbo, d'avoir honoré notre convocation. Merci les juges au siège. Merci. Je dis aussi merci à Bernard Bougma. Merci. Et merci à Geoffroy Avara. Merci. Merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Et n'oubliez pas que je voudrais, n'a jamais rien fait, j'essayerai a fait de grandes choses, mais je veux a fait des miracles. Et cela tombe bien, le tribunal de l'actualité veut vous retrouver dès demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.